Et cet exercice de prospective, on va essayer de commencer à le conduire avec Guillaume Faburel, qui est géographe, professeur à l'Université Lyon 2, chercheur à l'UMR Triangle, que je vais inviter à me rejoindre au pupitre. Je vais donc lui confier la zapette de manière à ce qu'il puisse faire défiler ces quelques images. Je t'invite à t'installer ici. Et puis ensuite, voilà, vous pourrez rejoindre le plateau. Nos invités rejoindront le plateau. On avait d'abord dit que vous montiez, et puis finalement, je me dis que comme il y a pas mal de choses qui vont se passer à l'écran, ce serait plus confortable pour vous, voilà, d'être installé là. Donc, on va démarrer avec Guillaume tout de suite. C'est bon? Normalement, c'est bon. Fais un essai. Pour avancer, il faut appuyer vers le bas. C'est conforme à la gravité. Voilà, Parfait. C'est à toi. Merci. Merci pour l'invitation. C'est deux salles, deux ambiances. On va parler de la même chose. L'idée de l'invitation était de voir un peu comment on pouvait aujourd'hui faire diagnostic des ruralités et surtout faire la rétroprospection, c'est-à-dire de voir globalement ce qui s'était passé sur les 20 dernières années, ce qui était en train de s'annoncer et ce qui pouvait peut-être, voire certainement bifurquer. Donc du coup, ça sera les 3 temps que je vais vous proposer dans la demi-heure qui m'a été impartie. Je dis juste où je pars, non pas pour me présenter, on n'a pas grand-chose à faire, mais pour que vous situiez un peu quels sont mes domaines de recherche et sujets de réflexion. Ça aide un peu à comprendre la teneur du propos. Donc moi, je suis géographe et politiste de formation. Je travaille quand même beaucoup sur la question, je viens plutôt des études urbaines que des études rurales. J'ai commis 2-3 ouvrages dont les titres sont assez significatifs, Les métropoles barbares ou Indécence urbaine, pour montrer à quel point notre société a quelques petits soucis avec la grosseur urbaine, la croissance urbaine, la polarisation, la concentration, la centralisation. Tous les termes en ion avec 4 syllabes peuvent rentrer là-dedans et je vais en reparler. Bon. Et du coup, au titre aussi de ma présentation, et je m'arrêterai là, on a créé un mouvement depuis maintenant 5 ans qui s'appelle un mouvement post-urbain pour une société écologique post-urbaine qui unit une vingtaine d'organisations de l'alternative sociale et écologique pour justement essayer de se projeter à 20 ou 30 ans dans ce que pourrait être une autre géographie, un peu alternative. Et comme le titre indiquait, à mon avis, elle mérite au moins de la clarté, vous avez le message essentiel. Vous pouvez rentrer en sieste tranquillement dans les 25 prochaines minutes, il n'y a aucun souci. L'avenir, de fait, a déjà commencé, et c'est pas pour faire grandiloquent. Toutes les ressources de vie sont dans les ruralités, toutes les ressources de subsistance sont dans les campagnes. Vu les mutations engagées, écologiques particulièrement, j'y reviendrai assez longuement, c'est dans les ruralités que l'avenir est posé, à condition d'anticiper un peu. Alors du coup, toujours en guise d'introduction et engager le propos plus directement, il était indiqué dans le petit texte de résumé de cette célébration des 20 ans que les capacités d'innovation de la société rurale doivent être mobilisées pour favoriser l'accès aux soins, la mobilité durable, la sobriété énergétique, la protection des ressources, etc. Moi, ce qui me vient, mon côté un peu chafouin peut-être, ou taquin, je ne sais pas, la première question qui me vient, c'est que si les capacités d'innovation de la société rurale doivent être mobilisées, pour faire face à quel problème ? C'est-à-dire qu'il nous faut absolument au moins tomber d'accord peut-être sur nos désaccords, mais poser clairement le diagnostic des problèmes que nous avons commencé à affronter et qui vont se décupler dans les décennies à venir. Du coup, je vous propose 3 temps. Le premier, les ruralités d'aujourd'hui et quelques-uns de leurs défis. Un deuxième temps, les ruralités de demain ou la croisée des chemins. Et un troisième temps sur un avenir déjà là ou l'heure des grands choix. Et donc, Sébastien, le défi était 26 diapos en 30 minutes. C'est parti. Alors, voilà, ça a déjà commencé. Yes. Je vais faire court sur le diagnostic, c'est-à-dire le premier temps. Ça tient en 3 mots, en fait. Les ruralités d'aujourd'hui, elles sont quoi ? Elles sont diverses, plus que par le passé, peut-être pas. Elles l'ont toujours été, mais il y a un mantra urbain qui fait qu'on les a un peu mises de côté. Elles ont toujours eu de la diversité, plus aujourd'hui peut-être qu'hier. Premier point. Deuxième point, des disparités. Ça, faut pas non plus se leurrer. Je vais très très vite aussi là-dessus. Les constats ont été partagés. Et un troisième point, un petit sentiment d'être oublié. Une contrariété.
Donc je vais insister sur ces 3 points en quelques minutes, mais c'est des choses que vous connaissez bien mieux que moi. Donc a priori, j'ai plus à apprendre de vous qu'à livrer un savoir un peu descendant. Alors sur la diversité, il y a eu les mutations que chacun peut attester. Bon, je suis déjà passé aux disparités, autant pour moi. Les mutations sont une France agraire et agricole, une industrie très représentée dans les ruralités, ces 2 champs-là étant moins puissants qu'ils ne l'étaient il y a 40 ou 50 ans, des installations résidentielles, l'afflux touristique à certains endroits mais pas partout, avec des disparités et des inégalités, la question environnementale et des espaces protégés, tout ça a créé une réelle diversité. Il n'y a pas une campagne qui ressemble à une autre, on parle des campagnes et pas d'une ruralité, mais indéniablement la diversification est un facteur marquant. Néanmoins, et ça sera du coup le deuxième point, là, la question du zonage rural. C'est pas anodin, c'est pas une anecdote que l'on ait changé la définition du rural et de sa classification sur les 10 dernières années. Voilà. Et que la question de la densité soit apparue. Parce qu'effectivement, derrière des lieux de faible densité, on a des formes de vie, on a des modes de vie qui sont assez différents, qui sont diversifiés, qui ne sont pas ceux de l'urbain généralisé ou du fait métropolitain. Et l'idée d'insister sur la densité, les espaces ruraux dorénavant seraient des espaces de faible ou de très faible densité, indique bien une évolution des mentalités. À mon goût, pas suffisamment rapidement, mais néanmoins une évolution pour attester de cette diversité. Néanmoins, deuxième point, toujours dans ce premier temps, il y a quand même des disparités. Là, non plus, je ne vais pas non plus m'étendre, puisque vous savez ça forcément très bien. C'est dans les ruralités, ce sont les ruralités qui accueillent la majorité aujourd'hui des classes populaires. Il y a des situations de déclin ou de baisse tendancielle de dynamique. Dans certains endroits, on parle du déclin du nombre d'agriculteurs ou du déclin industriel à plein d'endroits. La dotation en services publics, les transports, la santé, l'éducation. Moi, sincèrement, venant plutôt des mondes urbains et arrivant depuis une dizaine d'années dans les mondes ruraux, là aussi, je pense que tout n'est pas à généraliser et tous les espaces ne sont pas à ce point-là subclaquants. Passez-moi l'expression. En tout cas, à ce point-là, abandonnés. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de vraies questions d'égalité de traitement. Il y a de vraies questions de cohésion nationale et de cohésion territoriale au regard de l'accès au transport, des lieux d'enclavement, de la question de la santé, de la question de l'éducation, du nombre d'enfants par classe, de la fermeture des classes et de tout un tas de choses. Il y a aussi des disparités, on le voit dans les données sociodémographiques, en termes de genre. Voilà, une femme seule avec enfant a moins de chances d'avoir accès à un emploi dignement rémunéré dans les ruralités qu'elle peut l'avoir dans les villes. Et puis il y a aussi, au titre des exemples, ça n'est pas exhaustif, la question de l'immobilier. Voilà, les disparités liées notamment à la résidence secondaire, qui est à 80% détenue, dont la propriété est assurée par des métropolitains et des Parisiens en particulier. Ça tend localement l'accès au logement. Je pense ne rien vous apprendre en disant ça, mais ça fait partie aujourd'hui des facteurs de tension et des éléments de disparité que je me dois de rappeler. Enfin, troisième point, toujours sur ce premier temps, la petite contrariété. La petite contrariété, c'est assez troublant cette affaire, je vous livre comme ça, c'est peut-être mes émois du matin ou mon petit trauma mal canalisé. C'est que ça fait 20 ans que l'on sait qu'il y a un sentiment de déréliction et d'abandon. Et que ça vient d'être attesté par une enquête, voilà, parole de campagne, mais d'autres avant l'avaient déjà plus ou moins indiqué. Les collègues nord-américains qui ont moins de pudeur à l'endroit des ruralités, là c'est une petite dédicace à mes collègues, qui n'ont pas forcément eu la curiosité, selon moi, de regarder ces sentiments-là. C'est attesté aux États-Unis depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, je vous invite notamment à lire ma collègue, Catherine Kramer, qui est à l'Université du Wisconsin, qui montre un sentiment d'abandon des ruraux par rapport aux urbains, qui montre un sentiment de déréliction, qui montre l'idée selon laquelle le rapport au travail, le rapport au labeur crée des disjonctions dans l'espace social et la culture d'appartenance, au point que les ruralités ne se sentent plus nécessairement représentées. Les mondes des campagnes ne se sentent pas nécessairement visibles dans les champs politiques, et parlons-en dans le champ médiatique. On parle d'urban gaze, c'est ce filtre-là qui fait qu'on regarde depuis les mondes urbains les ruralités avec par moments, pour pas dire très souvent, un certain nombre de stéréotypes. Et c'est en train d'advenir, ce sentiment partagé d'être un peu relégué, mis de côté, est aujourd'hui un fait sociologique de contrariété. Voilà pour les éléments de constat, c'était le premier temps. Le deuxième temps maintenant. Les ruralités de demain, ou la croisée des chemins. Alors, sur ce deuxième temps,
La doctrine semble avoir évolué. Je vais très vite là aussi. Sébastien m'a demandé de regarder un rapport de la Fondation Jean Jaurès, voilà, que j'avais parcouru, merci pour cette lecture, que j'ai relu attentivement. Il y a une légère bifurcation qui est en train d'arriver. La Banque des Territoires, la Fondation Jean Jaurès, quelques collègues commencent à admettre, je vous ai mis quelques fragments là, si vous le souhaitez, les ruralités comme avant-garde des enjeux contemporains, les ruralités comme espace d'écologisation des actions, les ruralités comme lieu de capacitation. C'est en train d'arriver dans le discours d'experts et d'expertise que les ruralités, loin d'être justement mises de côté ou abandonnées, auraient de véritables atouts à mettre sur la table au regard particulièrement d'un certain nombre d'enjeux, et notamment, j'y reviendrai bien évidemment, des enjeux écologiques. Je vous ai mis quelques citations là, mais c'est juste si jamais vous voulez exercer votre regard à la lecture sur écran géant. Le deuxième point, alors c'est là où je suis troublé, mais je vous dis, je vous livre mon trouble de bon matin, c'est que tout ça a été écrit depuis à peu près 30 à 40 ans. Voilà. C'est-à-dire que ce que certains des collègues semblent découvrir, ce qui semble évoluer en termes de doctrine d'aménagement, des collègues géographes, sociologues, économistes, agroforestiers, le disaient dès les années 85, 90, 95. Et il disait quelque chose qui me semblait peut-être le plus important, c'est de là où justement je viens, les études urbaines, c'est que, et c'est certainement explicatif, du retard que l'on a pris, des 50 ans qu'on a pu perdre, ici comme ailleurs, au regard des ruralités. C'est qu'ils étaient clairs. C'est parce que la ville a pris le pouvoir, c'est parce que la métropolisation du monde s'est imposée comme forme d'habiter, qu'on a mis de côté un certain nombre de réalités qui étaient déjà documentées dans les années 85, 90 et 95. Un habité rural, un rapport à la maisonnée, les campagnes et leur dynamique, un certain type d'activité, l'alternative, la néo-ruralité, on pourrait tenir des heures durant, tous les termes étaient déjà posés. Du coup, l'élément qui me semble important dans ce deuxième temps, c'est que il n'avait pas la pudeur des experts aujourd'hui, dont je ne fais pas partie, donc je vous le dis tranquillement, mais il n'avait pas la pudeur, il n'allait pas jusqu'à la conséquence première, ou en tout cas la conclusion matricielle, auxquelles les collègues étaient parvenus dans les années 85-90, c'est que c'est la ville le problème. La croissance urbaine, la métropolisation, a tout aspiré. Elle s'est polarisée à un point que invivable, insoutenable, écologiquement assez dramatique, c'est le point suivant. Savez-vous que vous avez aujourd'hui des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques? Ça représentera 19% de la population mondiale à horizon 2100. Savez-vous que, je pense que oui, que Paris est annoncé à 50 degrés et que toutes les métropoles sont annoncées entre 46 et 53 degrés à horizon de 2050, à raison de 15 jours à 2 mois par an. C'est mortel, je tenais juste à vous le rappeler. Savez-vous, et vous le savez très bien, que les 100 premières villes de France ont 3 jours d'autonomie alimentaire et 6 heures d'autonomie énergétique. Des faits, des éléments, des données comme ceux-là, nous les avions un peu en magasin, mais nous ne les avions pas modélisés au point de se dire quand même que la croissance urbaine, la densité, la polarisation économique et spatiale autour des grandes agglomérations et dans les grandes agglomérations est aujourd'hui certainement la dette écologique première de l'humanité. Donc, par un effet d'inversion sans opposition, je ne cherche pas à cliver. Il y a bien évidemment, lorsque l'autonomie alimentaire et énergétique est posée, il faut relocaliser et se rapprocher des lieux de production. Et ces lieux de production, je ne vous apprends rien, sont dans les ruralités. Enfin, dernier élément pour ce deuxième temps, la désirabilité sociale, elle-même, est attestée depuis 50 ans. L'envie d'aller vivre les campagnes, les premières enquêtes 62, 63, 65 le disent clairement. Par la même contrariété urbaine, la vie urbaine trépidante, accélérée, fatigue, étouffe, sature les existences. Les termes sont dorénavant attestés. Vous avez plus de 75% de la population française qui souhaiterait vivre dans les campagnes. Vous avez plus de 70% des gens qui, vivant dans des lieux densément peuplés, souhaiteraient en partir. Non pas pour se dissocier de l'humanité, non pas pour faire isolat et créer son petit refuge avec barbelés, mais tout simplement parce que l'hyperdensité, à un moment donné, affecte les esprits, les corps, au détriment de nos propres productivités.
La désirabilité, alors elle est attestée par les enquêtes depuis 50 ans. Les raisons sont toujours les mêmes. Des espaces stressants, pollués, des lieux de faible ouverture, une promiscuité non choisie, l'absence d'espace de nature, tous ces éléments-là sont de manière récurrente mis en avant par les enquêtes. Cette désirabilité, contrairement à ce qu'on peut entendre encore, hélas, est partagée par toutes les classes sociales, tous les groupes sociaux souhaiteraient vivre et faire autonomie dans des espaces moins densément peuplés, en plus petits, ailleurs que dans les grandes densités. Et pourtant, alors je termine, le débranchement à bas bruit a déjà commencé. 42 des 50 premières villes des Nord, les grandes métropoles monde, perdent de la population. Ce ne sont pas des centaines de millions de personnes, mais ce sont des dizaines ou des centaines de milliers par décennie, par an ou par décennie. Ça dit bien quelque chose, qui est que, peut-être, la parenthèse thermo-industrielle de la ville triomphante des 2 derniers siècles écoulés est en train de se refermer, pour des raisons écologiques. Alors, ça peut paraître très, affirmatif. C'est là où on doit passer aux raisons de cette affirmation. Ça peut paraître grandiloquent, pour pas dire un peu pédant, que dire cette chose-là. Et pourtant, toutes les données sont réunies. Du coup, ça sera le 3e et dernier temps. J'espère que j'y suis encore, dans les temps. Un avenir déjà là, où l'heure des grands choix, c'est là où ça va commencer à piquer, je vous le dis franchement. Premier élément, écologiquement, vous avez là aussi, à mon avis, vu passer 2-3 informations qui n'ont pas manqué de vous alerter. Descente énergétique, compression matérielle, dégradation rapide de l'ensemble des écosystèmes. Pour être simple, clair, direct, notre subsistance, la survie est posée. C'est pas pour inquiéter, c'est juste pour dire que l'ensemble des chaînes de production, l'ensemble des localisations géographiques de la subsistance, le fait de faire venir par hectare fantôme, serviteurs mécaniques et esclaves énergétiques de 500 km, 1000 km, 2000 km, 10 000 km, cette chose-là est annoncée pour tout simplement disparaître à horizon de 50, 60, 70 ou 100 ans. Ça s'appelle la descente énergétique. Nous n'avons plus les moyens de l'état d'ébriété que les villes, les grandes en particulier, nous ont laissé espérer. Et juste une petite parenthèse, je l'ouvre là pour la discussion d'après. Je suis pas sûr que je fasse pas pchit avec ma petite dédicace, ou en tout cas l'ouverture que je vais faire. Je sais qu'il y a un appel réitéré à des services publics de qualité dans les ruralités, mais énergétiquement et matériellement, nous n'en avons plus les moyens. On n'a plus les moyens de faire tourner un réseau ferroviaire s'il s'agissait de réouvrir toutes les petites lignes qui ont été fermées sur les 40 dernières années. Voilà. Je lis ça, on pourra en discuter. D'où la question du numérique éventuellement, mais qui n'est pas neutre écologiquement. Je lis ça aussi tranquillement. J'ai mis quelques cartes illustratives, là c'est du ministère de la Transition, sur les effets de submersion, d'inondation, de sécheresse, de canicule mortelle, juste pour l'éco-anxiété de la matinée. Après on ira manger, ça se passera très bien. En fait, l'objectif, il est de diviser par 4 à 6 les empreintes écologiques des modes de vie. Il va falloir faire mieux avec moins. On ne peut pas faire autrement. Et si vous voulez des choses pour se projeter, moi je vais y venir aussi parce qu'on a croisé les modèles, c'est par exemple un des scénarios que l'ADEME préconise et propose dans le cadre de ce qu'elle a indiqué dans Transition 2050 neutralité carbone, sur un des 4 scénarios qui s'appelle Génération frugale. Vous avez toutes les données d'efforts qu'il va nous falloir commettre, les modes de vie tels qu'ils vont devoir évoluer, si l'on veut abaisser le taux de charge et revenir en dessous des limites planétaires. En tout cas, affronter la descente énergétique, la compression matérielle et la dévastation du vivant dans laquelle nous sommes embarqués. Je ne vous rappelle pas les données relatives au vivant, sur les insectes, sur les mammifères, sur les végétaux. C'est un carnage. En fait, si on revient à l'action publique, il va nous falloir, et je crois qu'on est dans ce chemin-là, en tout cas si on regarde à l'étranger, il y a moins de pudeur à y aller, de changer de modèle d'aménagement. Là, je vous fais l'inventaire, qui n'est pas à l'après-vert, mais les grands modèles d'aménagement. Donc, on a continué l'aménagement, de manière réticulaire et polarisée. C'est la logique d'équipement. Le modèle fonctionnel, c'est le Grand Paris. C'est 40 milliards d'euros annoncés, plutôt 70 qui sont maintenant dorénavant prévus. On a promouvoir le réaménagement, voilà, par le renouvellement de l'existant, le modèle serviciel, avec la ville du quart d'heure, les zones à faible émission, qui ont une belle presse récemment, comme vous l'avez remarqué.
S'orienter vers le ménagement en privilégiant d'autres affectations et donc quelques renoncements, c'est le modèle redirectionnel, le zéro artificialisation nette, la taxation des logements Airbnb, la régulation des résidences secondaires, et, là aussi troublant, un modèle qui était annoncé, proposé dès les années 60 et début des 70, qui s'appelle le déménagement. Il va falloir déménager le territoire. Alors ça se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, on n'est pas en régime autoritaire, donc il faudra en discuter un petit peu, si ça vous dérange pas. Il n'en demeure pas moins que pour le rééquilibrage, un collègue géographe, c'est parce que je suis géographe, hein, j'ai un peu de fierté à dire ça, 1967, Maurice Lelanoux parlait de déménager le territoire pour respecter les cultures et faire face à quelques effets environnementaux, humains, culturels, de ce que l'aménagement du territoire des années 60-70 imposait à des vies locales. Donc la question du déménagement, qui est un modèle populationnel, avec indéniablement aussi des programmes, Petites Villes de demain, Village d'avenir, tout ça participe de ce déménagement, mais plus largement, l'ensemble des initiatives citoyennes et alternatives sont dans cette réalité-là. J'y reviendrai rapidement. Donc, oui, je vous disais, donc Maurice Lelanoux, 1967, et puis surtout, vous avez un programme, Émile, en France, qui est sur base du volontariat, 2000 volontaires de la région Île-de-France, des classes populaires qui souhaiteraient vivre dans des HLM de petites villes. Vous connaissez le dispositif. 2000 personnes à ce rythme-là, il va nous falloir à peu près 2 millénaires pour déplacer des gens. Donc il y a une question aussi d'intensité de l'action. Mais en Espagne, il y a un programme d'aide au repeuplement des campagnes. Au Japon, il y a une aide au départ de la capitale. En Chine, il y a un plafonnement de peuplement de Shanghai et Pékin. En Suède, il y a un déménagement des villes côtières. Et au Danemark, ils relancent le plan de rééquilibrage du territoire qui avait déjà été émergé dans les années 70. C'est en train de prospérer. Cette idée qu'il nous faudrait peut-être vivre un peu moins polarisé. Donc, en fait, se pose la question de la relocalisation des activités productives, au premier chef alimentaire. Je fais court là aussi, parce que on a une organisation non gouvernementale internationale basée aux États-Unis qui s'appelle Post Carbon Institute, qui en 2019 a sorti un ouvrage, The Future is Rural. Donc voilà, le futur est rural, ça a le mérite d'être clair, tout est indiqué dedans. Et comme par hasard, il mobilise, c'est troublant, non pas que, mais un ou deux auteurs français qui disaient ça déjà dans les années 85-90. Voilà. La question alimentaire, on n'a plus les moyens d'avoir ce déséquilibre territorial. Donc les enseignements tirés de la science de la résilience et des alternatives à l'agriculture industrielle jettent les bases d'une transition vers des modes de vie plus ruraux et plus locaux. Voilà ce qui est dit mot pour mot dans le rapport qui a été signé par Jason Bradford. Et dernier élément, avant de passer à la géographie alternative qui pourrait se dessiner, je vais tranquillement vers la fin. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je suis dans les temps. 5. Eh ben voilà. C'est que tout ce qui est entrepris par les métropoles, avec force de vigueur et beaucoup de moyens, ne renverseront pas la table, ne changeront rien. C'est assez secondaire, pour pas dire dérisoire. Toutes les données sont assez claires en termes d'îlots de fraîcheur, en termes d'autonomie alimentaire, en termes de transformation des mobilités avec l'électromobilité. Ça ne changera pas l'ensemble des coordonnées écologiques dans lesquelles nous sommes collectivement embarqués. Et je dirais même plus, c'est là ma singularité, mais je ne cherche pas à être singulier pour le plaisir de l'être. Non seulement c'est peut-être secondaire, mais c'est totalement aggravant. Ça nous fait perdre du temps. Que l'on croit encore que les métropoles qui ont accédé à l'idée de leur propre vulnérabilité et les moyens de transformer et de changer de direction est proprement vain au niveau de densité humaine, de béton et d'artificialisation auxquels elles sont parvenues. D'où les programmes internationaux qui visent à privilégier des petites unités, des petites villes et des villes moyennes. Mais on en discutera si vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'efforts qui sont commis par les métropoles dans cette direction-là, écologiques notamment. Ça rafraîchira de l'ordre de 1,6 à 1,9 degrés, ce qui n'est pas inintéressant en période caniculaire, mais lorsque vous êtes à 48 ou 49, je ne sais pas pour vous, 1,5 degré de moins en moyenne, c'est peut-être important, mais ça ne change pas la totalité. Toutes les données convergent pour indiquer que, en termes d'autonomie alimentaire, nous n'excéderons jamais les 10 à 15% de la population métropolitaine, etc., etc., etc. Bon. Donc, ça veut pas dire qu'il faut opposer les modèles, mais il y a indéniablement à se poser la question de l'efficacité. Et puis ça, c'était une petite photo en miroir, je sais pas si vous la voyez. Pendant qu'on est en train de végétaliser des toitures dans les villes, on met des panneaux photovoltaïques sur des terres dans les campagnes. Voilà. Moi, cette chose-là m'interpelle. Je vous le donne comme ça. Où habiter en 2050 ? Du coup, on a croisé les modèles.
tous les modèles circulants, toutes les prospectives. Et globalement, c'est pas pour faire œuvre, on va dire, d'inauguration d'une pensée ou quoi que ce soit, parce que ça doit être affiné, mais en regardant les conditions écologiques de vie locale, les conditions de production de la subsistance, les conditions de l'habité des territoires, et ben globalement, les régions bocagères plus ou moins collinaires et les plaines vallonnées des piémonts et vallées de moyenne et haute montagne ont indéniablement un avantage en termes d'accès à l'eau, de structure parcellaire, de culture locale, de production alimentaire, de niveau de fraîcheur aux périodes productives et végétatives, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous courir là-bas et que toutes les ruralités sont représentées. Chacune va devoir s'adapter. Mais si on veut aujourd'hui imaginer, c'est moi qui phosphore, je vous livre en fait ma propre prospective autocentrée, s'il s'agit de penser une géographie alternative, c'est autour de ces milieux écologiques-là que la priorité aujourd'hui devrait être investie, ou en tout cas que le regard devrait être porté. Du coup se pose, et je terminerai tranquillement là-dessus, quelle est la bonne maille territoriale? Eh ben, pendant que beaucoup de débats, pour moi, à mon avis, un peu vains, se structurent autour, on va dire, de la mutualisation ville-campagne, du rapport entre les métropoles et leur interland. C'est pas inintéressant, mais soyons clairs, on n'hérite pas de 2 siècles et demi de vassalisation des campagnes par les villes, en considérant que plouf plouf, on est amis pour la vie, oublions l'histoire, et tout ça est équilibré. Non, ça ne l'est pas. Les villes donnent le là encore de l'aménagement du territoire. Donc, à mon avis, c'est pas tant, ou alors, si on veut avoir des liens ville-campagne un peu plus équilibrés, il conviendrait de d'abord admettre que les campagnes sont l'avenir de l'humanité. Donc, de redresser symboliquement le poids relatif des deux entités. Là, on pourra commencer à discuter, parce que sinon, un accord de réciprocité où verser 1% des ressources fiscales des métropoles pour s'acheter peut-être une bonne conscience, je ne sais pas, ça ne changera rien. Les habitants des métropoles vont en partir à un moment donné, ont déjà commencé, ça s'appelle un exode, le terme est mal choisi, mais il y a un débranchement. Les campagnes accueillent de plus en plus de monde. Et du coup, quelle est la bonne maille territoriale? Eh ben, si vous suivez les rapports, en l'occurrence de ESPON, donc qui est un institut européen, si vous voulez garantir à la fois la résilience alimentaire écologique, mais aussi pas trop d'écart, d'inégalité, donc de disparités telles que je les ai évoquées, il faudrait mettre le paquet sur les petites villes et les villes moyennes. Un maillage territorial, une armature urbaine structurée autour de ces entités-là garantit beaucoup plus de cohésion, à la fois écologique et sociale. Tout est écrit depuis maintenant plus de 10 ans, et notamment à l'échelle européenne. Je vous en renvoie. Du coup, la bonne maille territoriale, c'est une république des 50 000, les 50 000 petites villes de proximité jusqu'au hameau en passant par les bourgs et les villages. Ce sont des communautés de 30 000, alors c'est pas fermé et claque-muré, mais c'est 30 000 habitants dans un milieu écologique, avec un périmètre comme bassin de vie et des communs ruraux revigorés pour remettre la main et reproduire de telle manière à pas faire venir de trop loin l'énergie, l'alimentation, la production matière, les savoirs de la main, l'artisanat, le paysanat, tout ce que vous voulez. Ce sont les nouvelles cités de 4000, des 4000, c'est un mauvais jeu de mots, je vous le passe, désolé. C'est les 4000 mètres carrés par habitant qu'il nous faudrait avoir, c'est pas, bien évidemment, c'est une moyenne de moyenne. Pour prétendre à l'autonomie, il n'y a que dans les ruralités qu'on peut accéder à un peu de terre. Au moins pour un potager, un peu de jardinage si vous le souhaitez, et puis quelques fêtes avec les voisins, parce que c'est sympa. Il va falloir réviser les indicateurs et échelles de référence, et indéniablement, le canton, pour moi, au regard de la géographie, a beaucoup plus de pertinence et d'utilité que les intercos XXL telles qu'elles sont en train d'être accouchées. La carte des pays géographiques me semble être la carte de référence de la résilience, bien plus que la carte précédente des métropoles et de l'hyper-spécialisation, l'hypertrophie, la macrocéphalie parisienne. En conclusion, 2-3 nœuds gordiens, néanmoins, qu'il va falloir trancher. Si la parenthèse thermo-industrielle des grandes villes va être refermée et que toutes les ressources de vie et tous les moyens de faire autonomie sont dans les ruralités, il va falloir commencer à songer à s'adapter. Démassifier, désurbaniser, déconcentrer et relocaliser est l'option d'aménagement de la résilience écologique. Toutes les données sont claires, tous les modèles convergent vers cette géographie-là. Le fédéralisme et l'autonomie régionale en sont l'option écologie d'écologie politique. Il va falloir, il y a qu'à Faucon, excusez-moi, je suis pas décideur, donc effectivement, j'y vais tranquillement et je donne des conseils que je devrais pas donner. Mais vraisemblablement, on va devoir faire plus autonomie, et pour faire autonomie, il va falloir décentraliser ou redonner du pouvoir à des localités pour qu'elles puissent s'adapter, qu'elles prennent, par l'expérience, un certain nombre d'initiatives. En misant sur la démocratie directe des communs plutôt que sur l'expertise savante et technique métropolitaine, j'insiste là-dessus.
ce qui est en train d'arriver avec les agences d'urbanisme qui reprendraient l'expertise, notamment dans les ruralités, me fait craindre le pire sur les savoirs qu'il nous faudrait autrement mobiliser. On a besoin plutôt, comme je dis, des foyers ruraux, des PNR, des PETR, c'est-à-dire d'une expérience territoriale localisée, de savoirs qui sont mûris par l'expérience, plutôt que de valises outils qui permettent par les métropoles, tout simplement de savoir comment répondre au cadre réglementaire ou réaliser un petit diagnostic territorial, tout en ayant été formé à 500 km de là. Je le dis d'autant plus que je suis universitaire et que je m'emploie devant ces groupes d'étudiants-là. Et je sais à quel point ça peut être tentant, à un moment donné, de tout miser sur les savoirs de la métropole. Pour cela, faire confiance et revigorer des acteurs historiques souvent peu soutenus, foyers ruraux, PNR, PETR, ainsi que des initiatives moins institutionnelles, moins porteuses de transformation à l'échelle de bassins de subsistance, le syndicat de la montagne Limousine, la coopérative intégrale du Berry, l'université rurale des Cévennes, vous en avez des dizaines comme ça, qui œuvrent de manière informelle au revigorement des ruralités en changeant le modèle écologique de notre propre géographie. L'actuelle exposition universelle à Osaka 2025 a pour titre « La survie de l'humanité ». Il serait temps, je vous ai mis une petite phrase d'Héraclite pour terminer. Circonvenir la démesure est plus important que circonscrire un incendie. Je vous remercie.